Vous êtes habitant de Kipé ou encore de Kaporaï, alors plus besoin d'aller loin. La société de téléphonie mobile Celcom Guinée vous ouvre ses portes au Prima Center de Kipé. Sa nouvelle boutique a été inaugurée ce mardi en présence de certains abonnés. Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré étaient de la partie. Voici leur reportage. C'est ici que l'opérateur de téléphonie mobile Celcom a ouvert une nouvelle boutique. Avant l'ouverture officielle, le premier client patiente à la devanture. Ces imams invités bénissent les employés de Celcom. Sous les applaudissements des travailleurs, le cordon inaugural est coupé. Les clients admis dans la salle procèdent aux premiers achats. Le directeur marketing et commercial évoque un choix stratégique. Ouverture officielle du boutique de Celcom à Prima Center. Avec ça, on s'approche encore vers le client. On ouvre une boutique ici en banlieue, à Kaporo, pour assister, pour aider le client qui veut acheter les produits Celcom. Maintenant, il n'a pas besoin de venir en ville ou de partir loin à l'aéroport ou à Lambani, où on est déjà positionné. On est ici dans le premier vrai shopping mall de Guinée. Ces propos sont vite appuyés par un client qui, lui, parle plutôt de la facilité d'accès et la gestion du temps par rapport aux installations des autres agences. Quand vous êtes proche au client, c'est très important. Parce que quitter de l'aéroport, venir, aller jusqu'en ville, là, aller jusqu'en ville, c'est loin. Mais si vous êtes déjà dans le quartier, c'est important. Ceux qui sont déjà à Kaporaï aussi, ça les soulage de plus. Parce qu'au lieu de quitter, ça aller à l'aéroport. Tu as déjà une agence de Celcom à la proximité. Je crois que c'est la meilleure des choses. Comme les autres clients, après avoir acheté son produit, Mohamed touche un cadeau offert par Celcom. Les 100 000 francs, deux cartes de 50 000. Vous êtes content? Oui, je suis content. Alors après moi, Celcom, le numéro 1, c'est vous. Celcom, le meilleur prix, c'est vous. Le numéro 1, c'est vous. Merci beaucoup. On applaudit. Tous les produits vendus dans les autres boutiques sont disponibles ici. En plus, les clients peuvent également s'abonner et la connexion haut débit est fournie, annonce son responsable. Cette boutique est ouverte tous les jours de 8h à 20h. Autre grand titre de ce journal, plusieurs blessés, des maisons détruites, des plantations en ruine. Tel est le bilan de violents affrontements qui ont opposé récemment à Bangouya, sous-préfecture de Kindia, des éleveurs à certains agriculteurs. Plusieurs personnes ont été interpellées. Les deux camps se renvoient à la responsabilité de ces tensions. Les précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Mariam Nabé et Mohamed Bangoura. Nous sommes à Tenewolia. Cette CRD de Bangouya, dans la sous-préfecture de Kindia, a été la semaine dernière le théâtre d'un conflit qui a opposé agriculteurs et éleveurs. Le vendredi matin, je me rendais au champ de mon mari. À mon arrivée, j'ai vu les bœufs dans le champ. C'est ainsi que j'ai alerté les enfants afin de débarrasser le champ des bovins. Ensuite, les éleveurs viennent à grand nombre l'encercler. C'est le début de la discorde. Lorsque les propriétaires des bœufs sont venus, ils m'ont amené avec eux. Ils m'ont dit que les autorités leur ont donné des documents qui attestent que leurs animaux peuvent détruire mon champ de riz. Des cases détruites, des plantations ruinées, des habitants agressés, battus et même dépouillés de leurs biens. En venant me chercher, ils étaient tous armés de machettes et de fusils. Ils ont affirmé vouloir de mon mari l'imam. Tous les propriétaires de bétail se sont joints à eux. Ils ont incendié toutes ces parties. Les éleveurs, eux, ont refusé de témoigner, sauf autorisation du sous-préfet ou du président de la communauté rurale de développement. À Wolia ici, 27 personnes ont été arrêtées et envoyées à Kindia. Ce que j'ai vu ici, même les rebelles n'agissent pas de la sorte.
Je suis vraiment inquiet. Tension donc à Banguya, une sous-préfecture de Kindia. Et Kindia, justement, restons-y pour parler cette fois d'une école tombée dans les abysses de l'oubli. Welea, c'est son nom. Eh bien, le manque criard de matériel didactique conjugué à un état piteux fait de cette école un cas social. Reportage signé Gibril Ba, Mohamed Bangoura. Welea, une école hors du commun. Cet établissement accueille les élèves de la première à la 6e année. Chaque classe reçoit ensemble respectivement 2 groupes d'élèves de promotions différentes. Dans toutes les 3 classes, tout est multigradé. 3e année, 4e année se trouvent dans une salle. 4e année, 5e année et 6e année et 5e année se trouvent dans une salle. Première année, 2e année se trouvent dans une salle. Daouda est à la fois le tout. Peut-être sans lui, cette localité ne pourra faire des élites. Aujourd'hui, il sollicite que l'école Welea soit dotée des outils didactiques et assurer une formation continue pour les encadreurs. Et ici, nous n'avons pas des enseignants. Seulement, c'est moi seul qui est le directeur. Je suis l'agent de la fonction publique. Les autres sont les contractuels de la communauté. Un cri de cœur qui décrit un espoir incertain. Pourtant, l'établissement a besoin d'une toilette. Vous voyez l'état de notre école. Nous avons une école qui n'est pas apte à répondre notre situation. Nous avons des élèves ici, mais notre école n'est pas très bien faite. Ce temple du savoir devrait être dans les programmes urgents de l'enseignement préuniversitaire. Si les autorités du système éducatif ne hâtent pas les pas, l'heure de la réussite ici sera loin d'être sonnée. L'actualité sur le continent, dans la banlieue de Johannesburg, des volontaires ont organisé une grande collecte de bouteilles d'eau pour aider des agriculteurs en détresse face à la grave sécheresse qui frappe l'Afrique du Sud. Chaque goutte d'eau compte. Les explications de nos confrères de l'AFP TV. Ces bouteilles sont destinées aux régions les plus touchées par la sécheresse en Afrique du Sud. Lydia Fenter et sa famille ont mobilisé leur communauté de voisins et d'amis pour aider les populations qui ne sont plus ou trop peu alimentées en eau potable. Ils ont récolté des dizaines de milliers de litres d'eau pour les distribuer à quelques 300 km au sud de Johannesburg. Nous avons vu des messages de fermiers sur Facebook montrant les animaux en train de mourir et ma sœur est tombée sur un site qui coordonne les efforts de soutien pour la distribution d'eau potable. Donc nous avons décidé d'organiser une collecte dans notre quartier. 2015 a été l'année la plus sèche qu'ait connue l'Afrique du Sud depuis plus d'un siècle, avec des records de chaleur. Les initiatives individuelles et les efforts des autorités permettent de pallier aux besoins les plus urgents, mais le pays doit trouver des solutions sur le long terme, à commencer par le problème du gaspillage. 25% de l'eau propre potable, se perd dans notre système tous les jours. Si nous étions capables d'empêcher ces fuites, il y aurait immédiatement 25% d'eau en plus disponible dans les villes. La situation est particulièrement dramatique pour les agriculteurs qui vivent leur 2e année consécutive de sécheresse. Faute de végétation, le bétail meurt de faim. Et l'Afrique du Sud va devoir importer 6 millions de tonnes de maïs cette année, alors que d'ordinaire, le pays exporte vers ses voisins. En cause, des phénomènes climatiques mondiaux. Les températures anormalement élevées et les faibles précipitations de l'année 2015 sont le résultat de la combinaison de 2 facteurs, le phénomène naturel El Niño et la hausse des températures moyennes dues au réchauffement climatique causé par les humains. À ce stade, les 2 facteurs contribuent de façon égale aux résultats observés. Même si 2016 sera sans doute plus fertile, les scientifiques pensent que de nouvelles sécheresses similaires sont à prévoir dans les 10 ans à venir. Il faudra alors plus que la bonne volonté de Lydia pour sauver les hommes, leurs animaux et leurs récoltes. L'actualité dans le reste du monde, juillet 2015, un scandale de pédophilie inédit éclate au Pendjab pakistanais. 6 mois plus tard, un procès est attendu, mais au Pakistan, le code pénal ne reconnaît pas les abus sexuels sur enfants.
Commentaire de la rédaction de l'AFP TV. Un village sans histoire, théâtre d'un énorme scandale de pédophilie l'été dernier. Pendant plus de 5 ans, dans cette zone rurale du Pendjab pakistanais, une vingtaine d'enfants ont été forcés à se livrer à des actes sexuels devant des caméras. Les agresseurs ont à la fois vendu les vidéos dans le village et fait chanter les familles. Parmi les victimes, ce jeune qui a maintenant 16 ans. Je me sens très mal quand mes amis me regardent. Je sais ce qu'ils pensent. Mes camarades de classe et mes enseignants me méprisent. J'ai arrêté d'aller à l'école. Au Pakistan, les tabous et la question de l'honneur poussent souvent les victimes à ne pas dénoncer ce genre d'abus. Mais ici, lorsque les familles ont fini par porter plainte, ce sont les policiers qui ont fait la sourde oreille. Il a fallu que des heurts éclatent entre police et manifestants pour que l'affaire soit révélée. Des images pornographiques circulaient toujours lorsque nous y sommes allés, quelques jours après la découverte du scandale. La pédophilie est un sérieux problème social dans ce pays. C'est un crime dont personne ne parle et qui reste donc caché. L'affaire a fait la une des journaux et choqué l'opinion publique. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, mais seulement 17 d'entre elles sont encore en prison. Car le code pénal pakistanais ne condamne ni les agressions sexuelles sans pénétration, ni la pédopornographie, ni l'exploitation sexuelle des enfants. Dans ces conditions, difficile pour les familles des victimes d'aller de l'avant. Ces enfants devraient être envoyés à Islamabad ou à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire leurs études dans cette province. 20 enfants ont été officiellement considérés comme victimes de viol ou de sodomie, seul crime reconnu par la législation pakistanaise. Mais ça pourrait changer. Une loi criminalisant les abus sexuels sur les enfants est en cours de discussion au Sénat. Restons toujours au Pakistan pour dire qu'au moins 17 personnes ont été tuées, 36 autres blessées dans un attentat suicide intervenu sur le marché à l'heure de pointe ce mardi à la périphérie de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays. Explication. La bombe a explosé près d'une route embouteillée dans le district de Wazirdan, juste à l'extérieur de la ville. Cette route relie Peshawar à la zone tribale de Khyber. Un porte-parole du complexe médical d'Ayatabad a précisé qu'un enfant de 7 ans avait été tué et que 6 des blessés étaient dans un état grave. L'attentat suicide semblait viser un responsable de la police dans les zones tribales et ses collègues dans un marché en bordure de route. Khyber est l'un des 7 districts tribaux du Pakistan situés à la frontière avec l'Afghanistan. Ces régions montagneuses et arborées ont longtemps été le fief d'extrémistes recherchés liés à Al-Qaïda ou aux talibans. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous.